Bonjour à tous, c'est French Fantasy à nouveau. On se retrouve après le Tour de France 2026 pour faire un petit bilan des résultats du Tour de France Fantasy 2026 et on parlera et on fera la grande preview de la Vuelta 2026. C'est parti. Donc on s'était quitté avec le choix de mon équipe pour le départ du Tour de France. On avait Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, Matthias Vacek, Baptiste Westhofer, Clément Brazafonso et Joel Nicolau. Il y a eu du bon et du moins bon sur ce choix, clairement. Je pense que bon, Pogacar, Evenepoel, Pedersen, Westhofer, Brazafonso, c'était des très bonnes pioches. Je suis assez content. Même Matthias Vacek était quand même pas trop mal dès le début. Un peu déçu quand même du pick Van Der Poel. Clairement, ça, c'était pas une bonne pioche. Et il aurait plutôt fallu partir sur notre ami Del Toro. Et ensuite sur Nicolau, la bonne pioche sur l'équipe Cara Rural, c'était Molenar, qui était qu'à 5 crédits. Donc bon, pas de chance à ce niveau-là, Nicolau a été assez transparent. Mais au final, bon, l'équipe était pas dégueulasse, on va dire. Je pense qu'il y avait matière à faire encore un petit peu plus, être un petit peu plus performant avec notre ami Alex Baudin à la place de Mathias Vacek notamment. Donc bien sûr ici Del Toro. Voilà, après, bon, j'avais très mal commencé le Tour de France pour tout vous dire, mais ça s'est pas trop mal goupillé en fin de tour puisque j'ai pris notre ami Richard Carapace au bon moment et surtout avoir eu Pedersen, c'était un pic exceptionnel à prendre. Donc au final, bon voilà, en termes de résultats, je termine 274e sur voilà, peut-être 10 000 ou 20 000, je sais plus combien il y avait de, même peut-être un peu plus, peut-être 200 000 comptes inscrits. Ce qui est pas trop mal, ma foi, je suis assez satisfait. C'est ma deuxième meilleure performance sur les Tours de France. Bon, clairement, le début, la première semaine, c'est là où j'ai perdu le plus de points. Et sans ça, j'aurais peut-être pu figurer un petit peu mieux, peut-être aux alentours du top 200. Ouais, voilà. En tout cas, il y a un gros niveau sur le Tour de France Fantasy chaque année et c'est vraiment très difficile de bien performer. On va faire un petit récap de la Ligue French Fantasy. Donc merci déjà de vous être inscrits pour tous ceux qui ont participé. Et au final, donc c'est Théo qui l'emporte et assez largement hein, avec un très gros score de 20 264 points. Donc bravo à toi Théo. Je crois que même tu termines, si je dis pas de bêtises, dans le top 20 ou dans le top 30 mondial. Donc vraiment performance exceptionnelle. Bravo. On a Muséou, deuxième, Muséou, 19 517 points, bravo. Pour un habitué. On a Fabelé qui termine troisième. Bravo les gars pour votre performance. Adinaton Flowers, quatrième, Petit Roi, cinquième. Joss BZH, sixième. Je termine septième de la ligue, donc cette fois c'est voilà, je me suis fait dépasser. Bravo à tous. On a Zuni huitième et Bertou 80 neuvième. Voilà, donc bravo les gars, j'espère que ça vous a plu de faire cette petite ligue. Et on va essayer maintenant de faire aussi bien, voire même bien meilleur sur la Vuelta, parce que le chapitre du Tour de France est terminé et on passe à la Vuelta 2026. Donc Vuelta 2026 après l'excellent résultat l'année dernière de la Vuelta 2025, puisque je vous rappelle que j'ai terminé 7ème mondial. Donc c'était une performance assez exceptionnelle. J'avais été même premier mondial à un moment dans le tour, enfin dans la Vuelta, je sais plus, peut-être en début de deuxième semaine, quelque chose comme ça. Donc ça avait été incroyable et gros coup de gueule parce que si vous le savez pas, la Vuelta n'a jamais envoyé les récompenses aux vainqueurs enfin on va dire 10 premiers des, des classements finaux. Donc voilà, j'essaie de les harceler pour avoir la récompense que j'aurais dû récupérer. Bon, j'espère que cette année ils vont récompenser les vainqueurs et peut-être aussi doter les vainqueurs de l'année dernière qui ont été un peu lésés. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire aussi bien cette année. Et pour ça, on va regarder d'abord le parcours très intéressant. Donc là, pour ça, on va aller sur le site Vélo Futé, que je vous recommande. C'est un excellent site sur
Le suivi du cyclisme avec beaucoup de previews, des analyses, voilà, des favoris qui sont passés au crible, le parcours également. Donc cette année, on a un parcours particulier pour la Vuelta, puisqu'on partira de Monaco le 22 août. On aura un chrono, dans un prologue presque, c'est un prologue dans les rues de Monaco, donc un prologue assez sinueux qui passera sur le chemin, enfin sur le parcours du circuit de Formule 1. Donc ça devrait nous donner de belles images. On a ensuite un départ un peu dans le sud, en France, une étape en Andorre, et ensuite on va descendre vers le sud de l'Espagne. Et vous voyez que les étapes sont très très concentrées sur la côte est de l'Espagne et jusqu'en Andalousie. Et l'arrivée sera à Grenade, il me semble. À Grenade, c'est ça. Donc pas d'arrivée à Madrid cette année. Et donc un parcours très particulier. Je me répète un peu, mais c'est pas grave. Il faudra faire attention à la chaleur parce que cette année on a des canicules qui s'enchaînent et l'Andalousie c'est déjà connu pour être très très chaud et très très sec, surtout en cette saison. Donc ouais, le facteur météorologique sera à mon avis à prendre en compte parce que les coureurs qui ont du mal avec la température, les hautes températures, ils vont être embêtés. Donc comme je disais, on a un premier prologue donc de 9 km. Il n'y aura peut-être pas de très gros écarts, hein, c'est assez plat, par contre c'est technique, mais ça permettra de délivrer le premier maillot rouge. L'étape 2 entre Monaco et Manosque, c'est assez casse-pattes. C'est assez casse-pattes parce que je crois qu'il y a au moins entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas un sprinter pur qui s'imposera voilà, sur cette étape-là. On va en parler après, mais plutôt des coureurs passe-partout, rapides mais passe-partout. On a une première étape de moyenne montagne entre Gruissant et Font-Romeu, sur des cols qui sont pas très durs malgré le profil, ce qui peut faire penser à l'étape des Angles qu'il y avait eu au début du Tour de France cette année. La première étape de très haute montagne, ce sera l'étape 4 en Andorre. Et intéressant parce que c'est une étape très courte, 104 km, par contre ça va faire que monter descendre. Donc ça peut être un premier gros feu d'artifice. L'étape 5 sera une étape sans doute pour sprinter qui passe quand même des bosses, parce que sur la Vuelta il y a toujours des petites bosses, même sur les étapes plates. Étape 6, c'est les étapes par excellence du Tour d'Espagne. Il y a toujours des gros cols un peu avant les arrivées, donc pour les sprinters purs ça va être trop dur. Pour des punchers c'est les bonnes étapes, pour les baroudeurs également. Donc on a pas mal de coureurs qui peuvent s'imposer sur ce type d'étape. L'étape 7 sera la première grosse arrivée au sommet, à Valdelinares. Étape très dure, étape très très dure. On va avoir ensuite l'étape 8 qui sera plutôt une étape de plat. Allez, c'est mal plat, mais c'est quand même une étape pour une arrivée sans doute en petit comité. Peut-être un groupe de 30, 20-30 coureurs. À moins que certains arrivent à s'extirper dans la montée. L'Alto de Aitana sur l'étape 9 va être très intéressante, une étape de haute montagne. On a une étape 10 plutôt pour les sprinters, une étape 11 également plutôt pour les sprinters, une étape 12 avec l'Alto des Véléfiques, donc très très pentu. Là on est vraiment pour les leaders du classement général. Étape 14 pour des baroudeurs punchers sprinters. L'étape 15 à la Sierra de la Pandera sera pour les grimpeurs et le classement général. Une étape 16 pour les baroudeurs. Une étape 15 pour les baroudeurs. Une étape 16 pour les sprinters. Une étape 17 pour les sprinters également à Séville. Un contre-la-montre de 32 km assez plat à Jerez de la Frontera. On a l'étape 19 au Peñas Blancas qui sera très très dur, donc vraiment pour les gros grimpeurs. Une étape 20 au Collado de Alguacil qui sera l'étape reine de ce Tour d'Espagne. Exceptionnellement difficile, plus de 5000 mètres de dénivelé, c'est infâme. C'est infâme, donc ce sera sans doute pour les favoris. Et l'étape 21, qui traditionnellement était une étape à Madrid, parfois en chrono, parfois en sprint. Et bien ici on arrivera à Grenade et le Tour d'Espagne s'achèvera sur un circuit dans les rues de Grenade avec des bosses, enfin une bosse à gravir un certain nombre de fois, ce qui peut faire penser un peu à la dernière étape de Montmartre au Tour de France, mais en bien plus difficile. Donc clairement pour les punchers. Voilà, à voir si les organisateurs gèlent les temps du classement général, mais voilà, on aura
une dernière étape qui sera assez, assez tendue à mon avis. Donc pas de, enfin, je dirais que c'est un parcours très difficile avec beaucoup d'étapes casse-pattes. On alterne souvent entre des étapes de plat, des étapes punchy, des étapes de montagne, haute montagne. Et clairement, je vois pas trop de structure, c'est-à-dire une première partie pour les sprinteurs ou pour les grimpeurs, une deuxième partie pour les baroudeurs. Non, c'est vraiment c'est assez homogène en fait hein, tout au long du tour de la Vuelta. À la limite, peut-être qu'on peut se dire qu'à partir de l'étape 8, on favoriserait un petit peu plus les punchers sprinters ou les baroudeurs sprinters, puisque l'étape 8 est assez abordable. On a une étape 10 également abordable, une étape 11 abordable, une étape 13 un peu plus difficile quand même, une étape 15 un peu difficile mais abordable, une étape 16 pour sprinter et une étape 17 pour sprinter. Donc éventuellement, entre la 8e et la 17e étape, on pourrait être un petit peu plus sprinter orienté, on va dire, sur, euh, sur notre roster. Maintenant, on va aller dans le jeu, bien sûr. Euh, donc, première des choses, je referai une ligue French Fantasy. Voilà, que je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Et voilà, pour participer, essayer de voir qui sera le meilleur d'entre nous. Ensuite, on va regarder équipe par équipe. On va faire une petite analyse pour voir les forces en présence. Et on commence par l'équipe Alpecin. L'équipe Alpecin qui sera emmenée par le sprinter Caden Groves, qui est un très bon sprinter, qui est très performant sur la Vuelta. Je crois qu'il a déjà gagné 2 fois le maillot du meilleur sprinter. Donc c'est souvent un sprinter qui peut pas trop aller sur le Tour de France et qu'on voit plutôt en fin de saison. 19, c'est cher, c'est pas ultra cher, mais je pense que si vous devez l'avoir dans votre équipe, moi je le prendrais aux alentours de l'étape 16-17. Parce que là, pour le coup, ça pourrait être très intéressant de l'avoir. Avant, ça me paraît trop casse-pattes en fait pour ce coureur-là. Donc, moi je pense que c'est pas une bonne pioche dès le début. Après, s'il arrive à passer certaines bosses, pourquoi pas. Mais je m'attends quand même à des fins d'étape très difficiles et avec beaucoup de sprinters qui vont passer à la trappe. Voilà. Ensuite, on a le Ramsès De Bruyne, le grimpeur donc, qui était sur le Tour de France, qui s'est un petit peu échappé, qu'on a pas mal vu. Et lui, pour le coup, je le trouve intéressant. Il avait abandonné, je crois, le Tour de France, peut-être pour une cause de maladie, il me semble. Donc il sera assez frais, je pense, pour le Tour d'Espagne. Je le vois bien s'échapper, clairement, c'est peut-être un des seuls de l'équipe qui peut aller chercher quelque chose à part Caden Groves. Donc ouais, j'aime bien. Après, à 13 crédits, ça commence à être un peu élevé. Mais ça me semble être quand même une bonne pioche. Voilà, après Saint-Etienne, je crois, est un bon sprinter, mais à mon avis, il travaillera pour Caden Groves. Mis à part ça, Alpecin, je vois pas de coureurs intéressants. Peut-être Bellmans parce qu'il coûte que 5 crédits. Donc voilà, si vous voulez compléter un roster, il y a peu de coureurs à 5 crédits. Donc voilà. Et s'il rapporte quelques points, ce sera tout bénef. Ensuite, on a la Bahrain Victorious qui vient avec Santiago Buitrago, notre ami colombien. Santiago Buitrago, il est là. Qui sort d'un Tour de Pologne où il revient en forme petit à petit, termine 21e. Bon, pas grand chose à dire. Il avait abandonné sur le Tour d'Italie, je sais pas s'il n'était pas tombé. Il n'a pas fait le Tour de France. Ouais, c'est un coureur qui n'a pas beaucoup couru cette année. Donc ça peut être intéressant, notre ami Buitrago. Après, 17 crédits, moi je le prendrai pas dès le début, je vous avoue. Parce que c'est clairement le coureur que je préfère voir en échappée. Et s'il est en échappée, c'est qu'il se sera fait lâcher sur les premières étapes. Donc, attendre de voir. Peut-être en deuxième partie de Vuelta. Pourquoi pas. Attila Valter, je suis pas trop fan, surtout à 16 crédits, ça me paraît bien cher. Ouais, il a pas fini la Classica. Non. Clairement, il n'est pas au niveau ce coureur. Donc, pour moi, c'est pas une bonne pioche. Peyo Bilbao, par contre, je le trouve intéressant. Il est plus tout jeune, mais 14 crédits en tant que grimpeur.
ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Il faudrait regarder pourquoi est-ce qu'il a abandonné le Tour de Burgos. J'espère qu'il s'est pas blessé. C'est un coureur qui a peu couru. 35 jours, c'est très peu. Par contre, on l'a vu au Tour du Pays Basque chez lui et finir 6ème. Top 15 à l'Amstel Gold Race, top 10 sur Liège-Bastogne-Liège. 5ème de la Classica, 24ème du circuit Getxo. Donc ouais, j'aime bien. J'aime bien Peyo Bilbao. Il est complètement sous-coté, hein, à mon sens, à 14 crédits. Il est grimpeur, pourquoi pas. Le sprinter Govekar, ouais, encore une fois, c'est un peu le même principe que Groves. Je pense qu'il n'y en a pas besoin forcément. Je suis très intrigué par Romerzel, le jeune Slovène. Hop, champion de Slovénie, il me semble. Non, il était champion de Slovénie, mais il l'est plus maintenant. Il avait terminé deuxième. Il termine 16ème de la Classica San Sebastian. Il a que 20 ans, hein, donc il est voilà, dans le classement du meilleur jeune. 12 crédits, c'est pas cher du tout. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est un pari un peu risqué. Donc voilà. Après, on a Mikel Delgado aussi, qui est un sprinter aussi. Un sprinter assez. Qui passe pas trop mal les bosses. À 6 crédits, ça peut se tenter. Franchement, je l'avais pas trop vu jusqu'à maintenant, mais ça peut se tenter. Voilà. Après, je suis pas très fan de cette équipe déjà. Mais il y a des bonnes pioches. Ensuite, on arrive sur la Team Burgos, donc invité, qui vient avec son leader Jesus Serrada, qui cherchera, à mon avis, à gagner une étape. On a Fagundes qui est pas mal, leur leader. Et derrière, on avait Burnett qui était en très bonne forme, mais malheureusement, il s'est blessé, je crois, sur le Tour de Burgos. Donc, pas de Burnett. On a Macias, leur sprinter, qui est intéressant. Sprinter qui passe bien les bosses. Ceux qui peuvent être intéressants, de toute façon, cette équipe, ils vont essayer de s'échapper. Donc, je vous encourage à aller chercher quelqu'un de chez eux, parce qu'ils risquent de rapporter pas mal de points. Par contre, le problème, c'est toujours avec ces équipes, c'est de trouver celui qui sera le plus à même de s'échapper. Je pense que, alors Diaz c'est plutôt en bonne forme, mais 13 crédits, je trouve ça trop cher. Errada, assez intéressant, si vous voyez qu'il commence à s'échapper sur les premières étapes, ça vaut le coup après de le prendre parce qu'il repartira à l'attaque, tant qu'il n'aura pas gagné. Moi j'aime bien Sinoué Fernandez à 7 crédits, qui s'échappe pas trop, qui s'échappe pas mal, il me semble. Si je regarde, notre ami, elle est où la Team Burgos? Elle est là. Sinoué Fernandez, je l'ai vu pas mal s'échapper. Voilà, sur le Grand Camino 2 fois, une fois sur le Tour du Pays Basque, une fois sur le Grand Prix Indurain. L'année dernière, il s'était pas mal échappé, dont une fois sur la Volta. Bon, par contre, c'est pas un coureur qui jouera les premiers rôles. Donc vraiment, voilà, s'il vous rapporte des points, c'est uniquement en échappé. Donc peut-être que aller chercher le petit César Macias, c'est pas une mauvaise idée. Après, voilà, c'est quelqu'un qui s'illustre sur le second, le deuxième niveau, hein, on va dire, de compétition en cyclisme. C'est pas du tout niveau World Tour. Voilà, après on a un Fora Asensio qui peut être intéressant. Il s'est échappé peut-être voilà, une fois sur la classique d'Andorre. Sinon, il s'échappe pas forcément beaucoup. L'année dernière, sur la Vuelta, s'est échappé 2 fois quand même. Voilà. Donc, des potentielles bonnes pioches. En tout cas, pour moi, il faut absolument avoir un coureur de cette équipe parce qu'elle est espagnole, elle est invitée. Donc, voilà, ça paraît être des points faciles. Ensuite, la Cofidis qui viendra avec Brian Cocard pour les sprints, Alexis Renard également. Et je crois Emmanuel Bourgman peut-être pour des étapes. Il me semble qu'il y a aussi Roulant et Moniquet qui vont essayer de s'échapper. Difficile. Cocard peut être une très bonne pioche. Il a toujours bien performé sur la Vuelta. Bon, il commence à être vieillissant hein, maintenant. Il est à la fin de sa carrière. 16 crédits, c'est beaucoup. Je pense qu'il fera plusieurs top 10, peut-être un top 5. Et si jamais il arrivait à décrocher une victoire, ce serait exceptionnel. Mais voilà, après moi je suis pas très fan hein, de la Cofidis de manière générale, surtout dernièrement. On a peut-être un Paul Ourselin qui peut, voilà, 6 crédits. Il s'était pas mal échappé par le passé. Maintenant cette année c'est compliqué. Il s'est échappé voilà sur le circuit de Getxo là et sur Liège-Bastogne-Liège. Donc pourquoi pas. L'année dernière il avait été assez invisible. Quoiqu'il s'était échappé un petit peu quand même sur le Tour le Dauphiné. C'était en 2024.
Non, c'était pas en 2024, c'était peut-être en 2023. Voilà. C'était en 2023, là, il avait été à l'avant quasiment tous les jours. 1, 2, 3, 4. 4 échappés, dont une 5e place. Enfin, il avait là, à cette époque-là, il était vraiment en forme. Maintenant, il a 32 ans. Bon, il est un petit peu, voilà, un petit peu moins performant. Donc bon, c'est un petit pari, pas trop risqué non plus. Pourquoi pas? Ça peut être bien aussi. Mais bon, il faudra pas trop miser. Il faut aller chercher des coureurs qui sont pas très chers. Ensuite, on passe à la Decathlon CMA CGM qui arrive avec une grosse équipe. Un leader, Félix Gall, 20 crédits, deuxième du Tour d'Italie, vainqueur du Tour de Burgos avec des très belles performances. Pour moi, c'est un candidat au podium, largement. Peut-être, est-ce qu'il est quasi obligatoire dans une équipe? Je pense qu'il est pas loin de l'être, ouais. Très franchement, alors c'est pas un bon rouleur, donc voilà, c'est pas un bon descendeur non plus, mais en termes de performance en montée, je pense que ce sera le deuxième homme de cette Vuelta. Il a une équipe assez incroyable, hein, avec du Léo Bisio, du Mühlberger, du Riccitello. Enfin, il y a une très grosse équipe. Il y a du Gautra, il y a du Labros, de Pestel aussi, je crois. Donc grosse équipe, hein, côté CMA, CGM, Decathlon. Bonne pioche à mon avis. J'aimerais bien que Léo Bisio puisse avoir sa carte à jouer parce que je suis sûr qu'on le verrait sur des étapes à l'avant, en échappée sur des étapes de moyenne, voire de haute montagne. Et il aurait tout pour l'emporter, je pense, pour gagner une étape. Mathieu Riccitello, 5e de la Vuelta l'année dernière ou 6e, meilleur jeune. Cette année, il sera plutôt en support de Félix Gall. Est-ce qu'il pourra jouer son coup? À voir. Bah, si Gall est peut-être moins bien ou si on lui donne l'occasion de s'échapper. Mais en attendant, je ne le prendrai pas dès le début. Voilà. Mais dans cette équipe, les deux qui m'intéressent, c'est les deux premiers. Surtout Félix Gall, pour tout vous dire. Et voilà, ouais, donc Félix Gall, valeur sûre à mon avis. Ensuite, l'équipe Education First qui vient avec son leader Richard Carapaz. Alors Richard Carapaz, il vient pour jouer le classement général et ça nous arrange pas, très franchement, parce qu'on préfère voir Richard Carapaz du dernier Tour de France, parce que là, il enquille les échappées, il enquille le classement de la montagne et il se bat pour les étapes et ça rapporte beaucoup. Il enchaîne Tour de France Vuelta. Mais pour le moment, il vise le classement général. Donc il faudra, à mon avis, attendre de voir les premières étapes. S'il est au niveau, pourquoi pas. Mais il coûte quand même très cher. 22 crédits, c'est très cher. J'attends de voir. S'il se fait exploser sur les premières étapes, il redeviendra le Carapaz offensif. Et là, ça m'intéresse fortement. S'il joue le classement général, il essaiera de viser le podium. Sans doute plutôt top 5, mais voilà, donc j'attends de voir sur Carapaz. Pourquoi pas si vous sentez qu'il va voler. On l'a vu très fort à la Classica San Sebastian, puisqu'il finit deuxième. Et c'était le seul à accompagner Remco. Voilà, après, dans le reste de l'équipe, on essaiera de jouer peut-être les échappées et les victoires d'étape. Et moi, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est Markel Bellocchi, qui a sorti un très bon Tour d'Italie de mémoire. L'ami Bellocchi qui est toujours dans les classements du meilleur jeune, hein, puisqu'il a que 21 ans. Il sort un bon Tour d'Italie. Non, Tour d'Italie assez moyen finalement. Il termine 35e. Je pensais qu'il s'était échappé, mais non, faut croire que non. Par contre, on l'a vu remporter le Tour de l'Ain de très belle manière. Et sur le Tour de Burgos, on l'a vu terminer 8e. Donc il remonte en puissance. Il est déjà à 62 jours de course, ça me paraît beaucoup. Mais il est espagnol, donc il sera assez motivé. Je le vois bien aller chercher une étape. Et voilà, si jamais Richard Carapaz est out pour le podium, à mon avis, il aura sa chance. Donc il coûte pas cher en plus. 10 crédits, vraiment, c'est pas cher du tout pour un coureur qui est quand même que je trouve très bon. Voilà. Donc à voir si ça devient une bonne pioche. Albanese, le sprinter. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est des profils qui lui conviennent bien. Après, il est plutôt jeune, hein, Albanese, 29 ans. Il s'est échappé un petit peu dernièrement. Pourquoi pas. Pourquoi pas, il a que 41 jours de course. Ça peut être intéressant, Albanese. Mais bon, encore une fois, il va falloir attendre de voir ce que ça donne sur les premières étapes. L'équipo Kern Pharma, je crois que l'équipe devrait s'arrêter en fin d'année. Qui va venir pour essayer de gagner des étapes. Ils ont plus
le fameux Pablo Castrillo, double vainqueur, mais ils ont Urko Berade, qui avait déjà gagné une étape l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, et qui essaiera, je pense, de faire la même chose. 13 crédits, c'est pas trop cher. Le problème, c'est sa caractérisation leader. Et comme on est limité à 3 leaders, pour moi, ça passera pas. L'ami Ivan Sosa, qui devait être le futur Egan Bernal, revient pas trop mal. Donc, encore une fois, il faudra attendre de voir sur les premières étapes. Mais si vous le voyez à l'avant, vu le profil, ça peut être une très bonne pioche. À 12 crédits, c'est très intéressant. On a un Ibon Ruiz aussi qui jouera peut-être plus le classement général, lui. Et à 11 crédits en tant que polyvalent, ça peut être une très bonne pioche. À suivre, j'aime beaucoup ce profil-là. Ivan Kobo peut être intéressant aussi. Après, si vous voulez aller chercher des coureurs pas très chers, je crois que Elosegui y est. On a Elosegui, ouais, qui est là. On a Brustenga, c'est leur sprinter. 11 crédits, pareil, ça peut être intéressant. Elosegui à 7 crédits, pareil, est intéressant. Moi, celui qui me fait beaucoup d'œil, je vous avoue, c'est plutôt Diego Uriarte, qui coûte quand même 9 crédits. Mais regardez-moi cet attaquant, il est ouf. Uriarte, classement du meilleur jeune. Sur le Tour de Burgos, il s'est échappé 2 fois. Il vise clairement le maillot de meilleur grimpeur. Il s'est échappé sur le Tour de Slovénie, sur le Tour d'Azerbaïdjan, sur Liège-Bastogne-Liège, sur le Grand Camino, 3 fois sur le Tour de Catalogne, donc 2 fois sur le Tour de Valence. Pour moi, c'est un incontournable. Ce qui est dommage, c'est qu'il coûte aussi cher quand même. S'il a été à 7 crédits, c'était un no-brainer, comme on dit. À 9, ça, on peut se poser la question, mais moi j'aime beaucoup son profil, pour ne rien vous cacher. L'équipe FDJ qui vient avec Guillaume Martin, j'ai un doute, est-ce que Guillaume Martin sera là? Oui, Guillaume Martin sera là, mais bon, il a plus trop le niveau, il s'est quand même bien échappé hein, sur le Tour de France, 1, 2, 3, 4, j'avais pas fait attention, mais 4 fois c'est pas mal. Par contre, on sent qu'il est clairement un ton en dessous, déjà 60 jours de course. Pourquoi pas, mais c'est un leader, il coûte 16 crédits, pour moi c'est non. Berthet peut être intéressant, mais 13 crédits je trouve ça cher. Ouais, ça m'intéresse pas trop, franchement, l'équipe FDJ c'est très très faible hein, maintenant. Valentin Madouas qui le fait, ouais d'accord. Valentin Madouas aussi qui est plus trop au niveau, hein. Quel dommage. Non, moi il n'y a rien qui m'intéresse dans cette équipe, je vais pas vous le cacher. La Lidl Trek, là, c'est déjà plus intéressant parce qu'ils viennent avec Mats Pedersen, incontournable sur le Tour de France, une masterclass pour aller chercher le maillot de meilleur sprinter, dans tous les bons coups, capable de résister dans les cols. Il a gagné une étape, enfin vraiment un bulldozer, comme on le connaît. On ne sait pas trop quelle sera son ambition là. Est-ce qu'il va viser le maillot de meilleur sprinter, qu'il a déjà obtenu d'ailleurs, l'année dernière. Moi j'aime bien. Franchement, vous faites je pense que c'est une très bonne option. C'est une très très bonne option. Par contre, il est très cher. Donc c'est sûr que on pourra pas avoir toutes les stars. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on en a Mathias Kelmose qui lui sera là pour le général. 5e du Tour de France. Bon rouleur, bon puncher. Déjà top 5 ou top 6 sur la Vuelta l'année dernière, où il y a 2 ans. Très très bonne pioche, 19 crédits, c'est pas trop cher pour un top leader. Ma seule interrogation, c'est sa récupération. On ne sait pas trop quel est son état de forme, donc est-ce qu'il arrive à se remettre dans un bon niveau pour performer? C'est un peu ça la question. Mais il sera dans les premiers au prologue, donc pourquoi pas en vrai? Ça peut être une très bonne option. Après, le reste de l'équipe m'intéresse pas plus que ça. Ouais, donc 2 coureurs intéressants. On a Thibaut Nice aussi, bon, j'en ai pas parlé, mais j'attends de voir son rôle en fait. Ensuite, la Lotto Intermarché qui vient avec le fameux Lars Kraps, qu'on verra à mon avis devant. On a Simone Gualdi, qu'on avait vu beaucoup sur le Giro. Simone Gualdi, c'était très intéressant sur le Giro. Ils sont où nos amis? Ils sont là. Ah non, il n'y est pas. Ouais, autant pour moi. Simone Gualdi n'y est pas. Simone Gualdi n'y est pas, donc ben ouais, on a peut-être du Lorenzo Rota, mais non, ça s'échappe pas trop ça, donc non. Ceux qui sont intéressants, c'est on a dit l'ami Lars Kraps,
qui avait fait un bon Tour de France, mais qui avait dû abandonner, il s'était blessé, je crois. 2 fois échappé, pourquoi pas. Sinon, celui qui est intéressant, bien sûr, c'est Jarno Vidar, la pépite de 20 ans, qui a été malade sur le Tour de Burgos, donc il a dû abandonner, mais il était en très bonne forme, hein, 4e et 7e sur des arrivées très punchy. Et il a que 20 jours de course, donc ouais, Jarno Vidar, c'est hyper intéressant, il coûte que 13 crédits, grimpeur, et il jouera les étapes a priori, donc ouais, Jarno Vidar, j'aime beaucoup. Ensuite, la Movistar. La fameuse équipe qu'on va voir dans tous les bons coups ou dans tous les mauvais coups sur ce Tour d'Espagne qui vient avec ses 2 leaders, Enric Mas et Kian Uijtdebroeks. Kian qui nous a fait un peu pitié sur le Tour de France où il était malade et ça a été une catastrophe, il a abandonné très rapidement. Est-ce qu'il a couru depuis? Je suis même pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. Il est où l'ami Kian Uijtdebroeks, non, il n'a pas couru depuis, donc c'est une interrogation. Il a 23 ans, donc il est dans le classement du meilleur jeune, ça c'est intéressant. Et Enric Mas, qui revient à son top niveau. Il a fait, bon, on l'a vu s'échapper un peu sur le Tour d'Italie. Il termine deuxième notamment de l'étape à Chiavari. Il est battu par Narvaez, bien sûr. 40 jours de course en vrai, Enric Mas, j'aimerais le voir attaquer. Voilà, c'est ça, on voudrait le voir jouer les étapes. Et bah, il faut attendre de voir 19 crédits, c'est trop cher. Pareil pour Uijtdebroeks. Ivan Romeo et Pablo Castrillo, ça peut être 2 bonnes pioches. C'est sûr qu'ils seront devant, on les verra s'échapper. Castrillo, on l'a vu comme d'hab, s'échapper énormément sur le Tour de France. 1, 2, 3, 4, 5 échappés. Et 3 fois dans le top 10. Donc ouais, Castrillo, j'aime beaucoup forcément. Et ensuite Ivan Romeo qui est dans qui est dans le classement du meilleur jeune. Dans le classement de meilleurs jeunes qui s'échappe quand même pas mal, hein. Regardez ça, une fois sur la Classica Rennes, sur la Ruta del Sol il gagne, 2 fois sur Paris-Nice, il termine 3ème du Tour de Pologne avec un bon chrono, pourquoi pas, un Romeo en plus avec un prologue dès le début, c'est cher quand même, hein, 16, ça me paraît, je l'aurais bien vu à 14, 14 au moins c'était intéressant. On a Garcia Pierna aussi, Garcia Pierna qui est dans tous les bons coups en termes d'échappée, hein, c'est ce que je vous avais dit sur le Tour de France. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incroyable. Incroyable. Une fois 3ème, une fois 6ème. Est-ce qu'il sera capable de rééditer ça? Voilà, là, c'est presque un no-brainer. Mais il était à 10 sur le Tour de France, il est à 15 ici. Et en fait, là, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent s'échapper, donc c'est difficile. Olar pour les sprints, très intéressant toujours. Il sera dans les top 5 sur des étapes, c'est obligatoire. Petite pensée pour Nairo Quintana qui malheureusement lui ne participera pas. Et à la Vuelta, c'est dommage pour sa dernière saison. Et Arcas pourquoi pas, il coûte que 7 crédits. Donc, mais bon, à voir. À voir s'il joue plutôt le classement général. J'espère qu'ils s'empêcheront pas de partir en échappée. Parce qu'ils ont besoin de points. L'équipe NSN sera emmenée par George Bennett, par Hofstetter le sprinter et par je crois que c'est à peu près tout. Marco Frigo, je suis pas sûr qu'il le fasse. Non, il n'y est pas Marco Frigo, donc c'est bien George Bennett. Ah oui, il y a Jan Hirt. Jan Hirt qui peut être intéressant, hein, à 10 crédits. Jan Hirt aussi qui est dans peut-être sa dernière saison, hein, à 35 ans. On l'a vu, il a fait le tour de République tchèque. Il sort d'un Tour d'Italie où il s'est pas mal échappé, hein, 3 fois dans la dernière semaine. 47 jours de course, ouais. Bon. Voilà, après, on voit que voilà, il termine pas dans les premiers du Tour de République tchèque où le niveau est assez faible. Donc, ouais. À voir, pourquoi pas. En vrai, ça peut être quelqu'un qu'on verra à l'avant. De toute façon, cette équipe ne jouera pas le classement général, donc George Bennett, ça m'intéresse franchement, à 12 crédits. Je pense qu'on le verra, pareil sur le Tour de France, 1, 2, 3 fois, 4 fois en échappée. Beaucoup d'échappées quand même, dernièrement. Mais par contre, déjà 70 jours de course, ouais, c'est un peu beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir la Net Company Ineos qui n'a pas encore annoncé sa compo, il me semble, parce que c'est vrai qu'il y a eu le décès du frère de Josh Tarling. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura Carlos Rodriguez et Oscar Only. Et Only, ouais, Only, gros
gros leader, top 5, top 4 sur le Tour de France l'année dernière, qui sort d'un très bon Tour de Burgos où il termine deuxième. Il remporte une étape et voilà, il a peu de jours de course parce qu'il a été beaucoup blessé. Mais moi j'aime beaucoup son profil qui convient très bien à la Volta. Il est dans le classement du meilleur jeune. Et à 19 crédits, c'est pour moi un no-brainer. C'est pour moi un no-brainer. Ensuite, voilà, on sait pas. Est-ce que Josh Tarling fera le tour? Je pense pas. Je pense pas qu'il fasse la Volta. Et Ben Turner, même s'il a 18 crédits, c'est beaucoup trop cher. Donc j'aime pas trop. Après le reste, peut-être Axel Laurence, qui a remporté une étape, je crois, sur le Tour de Pologne. 10 crédits, c'est pas beaucoup. Franchement, s'il est là, ouais, je pense que c'est intéressant. La Pinarello, Q36.5, qui vient avec Eddie Dunbar. C'est pas la peine d'y penser, même s'il s'échappera plutôt qu'il jouera le général, mais en leader, ça prend un spot. On a du... Qui c'est qu'on a qui peut jouer le général? Il me semble qu'il y a l'Espagnol David González. David González. Est-ce que c'est pas plutôt un sprinter lui? Ouais, c'est plutôt un sprinter. Troisième sur une étape du Tour de Burgos. C'est un sprinter qui passe bien les bosses. David González à 8 crédits, franchement. Franchement, j'avais bien aimé déjà l'année dernière. Il est à 7 crédits, il me semble. 8 crédits. Ah ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est peut-être Asparen. C'est peut-être Asparen qui lui est un peu plus... Oui, bah oui, on l'avait vu sur le Tour de France. Enfin, sort of, on va dire. Il s'échappe un petit peu. Ouais, non, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan. Non, pardon, c'est De La Cruz. Je les confonds un peu tous. De La Cruz, lui, on l'a vu sur le Giro. Voilà, il s'est échappé 3 fois. Pas mal de jours de course quand même. 52 jours. Ouais. Ouais, non, non. Non, celui qui m'intéresse, mis à part notre ami Gonzalez, c'est Marcel Camproubi, le vainqueur du championnat national d'Espagne, champion d'Espagne, qui s'est échappé sur le Sibiu Tour, bon ok, qui termine surtout top 10 sur la Classica San Sebastian, quatrième du circuit Guecho. J'aime beaucoup, il a 42 jours de course, c'est pas énorme. Il a 24 ans et il est polyvalent et à 12 crédits. À mon avis, ça c'est un coureur à suivre, à mon avis. J'espère pas me planter, mais j'aime beaucoup ce profil et je trouve qu'il est un peu sous-coté. Ensuite, la Red Bull, grosse équipe qui vient avec Roglic, le co-détenteur du maximum de victoires sur la Vuelta, 4 victoires au classement général, mais qui a eu une préparation tronquée avec des blessures, un accident. C'est la fin de sa carrière et 21 crédits. Moi j'attends de voir son niveau. Donc si vous pensez qu'il sera dans les premiers, qu'il jouera les premiers rôles, bah, vous pouvez le prendre parce qu'il a toujours du punch. Donc la Vuelta c'est son terrain de jeu. Mais moi je passerai à mon avis. Jordi Meus pour les sprints sera intéressant, pareil, un peu dans le style Caden Groves. Il n'y a pas beaucoup de gros sprinters sur ce tour, donc ouais, peut être intéressant. Par contre, les deux coureurs qui me paraissent intéressants, je vais pas parler de Thornley, même parce qu'il est leader, même si l'ami Thornley, Callum Thornley, pourrait être intéressant. On l'a vu s'échapper un petit peu, il roule bien, on l'a vu sur le Tour de Pologne. Voilà, pourquoi pas, mais j'attends un peu plus de confirmation. Par contre, c'est Luke Tuckwell, moi, qui m'intéresse beaucoup. 13 crédits, grimpeur. Jeune en plus, Tuckwell, il a été porteur du maillot de leader sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui termine deuxième. Il finit deuxième au général, donc ouais, très intéressant, sixième du Tour de Romandie. C'est un coureur qui a passé un cap. Petit virus quand même en fin de Tour de Burgos, mais j'aime beaucoup. Et vu les garanties de Roglic, à mon avis, je vois Tuckwell finir devant Roglic au classement général. Et ensuite Fischer Black peut être intéressant, mais par contre grimpeur ça m'embête. Lui c'est plus un puncher, je sais pas pourquoi ils l'ont coté en grimpeur, mais ouais intéressant. On voit que sur le Tour de Pologne, sur des arrivées un peu punchy, il était dans le top 10. Voilà, il s'échappe un petit peu, donc pourquoi pas. Un peu cher peut-être, mais ça, je trouve que c'est quand même des bonnes pioches. On va enchaîner avec la Soudal Quickstep qui vient avec l'ami Landa, trop cher, mais c'est intéressant toujours de voir Landa avant son départ à Euskaltel. On a le sprinter Dainese, peut être intéressant, mais je pense qu'il aura peu d'étapes pour
pour s'illustrer. Paris Peintre risque d'être un peu cramé du Tour de France et à 16 crédits ça me paraît trop cher. Vervac, je sais pas s'il le fait, je suis pas sûr. L'année dernière il avait été exceptionnel. L'ami Vervac, ils sont où? La Soudal, ils sont là. Non, Vervac n'y est pas. On a Maurice Van Sevenant qui le fait. Je crois pas qu'il est dans le jeu pour le moment. Van Sevenant. Non, à voir combien il coûte. Et celui qui est intéressant, c'est Garofoli. L'année dernière, c'était un no-brainer à 6 crédits. Cette année, il est à 10. Donc, à voir. À voir. En tout cas, ça m'intéresse parce que c'est un coureur qui s'échappe beaucoup. Voilà. Il s'échappe quand même pas mal. On l'a vu sur le Tour de Burgos. On l'a vu sur le Tour d'Italie s'échapper quand même 4 fois. Hein, avec 2 top 10. Donc 40 jours de course, c'est pas énorme. Il est jeune. Et franchement, à 10 crédits, c'est peut-être encore un peu sous-coté. Donc, pourquoi pas. Team Jayco Alula qui jouera les étapes. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire sur leur équipe. Elle me plaît pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que Luc Plap est là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, Luc Plap n'est pas là. C'est Paul Double et Finlay Pickering qui seront les deux leaders. Pickering, ouais, il coûtera 10 crédits. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'ami Finlay? Pickering à 10 crédits et on a Double à 13. C'est trop cher, Double. Mais pourquoi pas? Pickering. Sans grande garantie, mais bon. Si vous le sentez, ça peut être une bonne option. Ensuite, après la Jayco, on va passer à la Team Picnic. Très peu de choses à dire aussi. Équipe très faible. On peut avoir Renard Aquin. Je ne sais pas s'il sera au niveau pour s'échapper. Sinon, celui qui est intéressant, c'est Lim Raise. À 10 crédits. Il a toujours tendance à s'échapper un petit peu quand même, ce coureur. Donc pourquoi pas. Il s'est échappé une fois sur le Giro. Donc on voit, voilà, une fois sur Liège-Bastogne-Liège. Il a que 40 jours de course. C'était l'année dernière, on l'avait vu. Voilà, l'année dernière, on l'avait vu beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 fois échappé sur le Tour d'Espagne. 3 fois sur le Tour d'Italie. Donc ouais, c'est un profil que j'aime pas mal. Mais on voit que c'est quand même plutôt sur la deuxième partie hein, qu'il a tendance à s'échapper. Une fois que les écarts sont faits. Donc pour la deuxième partie du tour, pourquoi pas garder un œil sur ce coureur-là. Ensuite, Team Visma qui vient avec une très très grosse équipe. Wout van Aert qui arrive en forme. Il sort de 3 victoires sur le Tour du Danemark, deuxième du championnat de gravel en Belgique, no-brainer. Entre lui et Pedersen, c'est difficile de savoir lequel choisir, s'il faut choisir les deux. En tout cas, il en faudra au moins un, c'est mon conseil. Les deux, ça va être difficile parce qu'ils coûtent très cher et il y a encore un autre coureur qui vaut 25 crédits et qui est incontournable, donc difficile. Mais Van Aert, il a annoncé qu'il voulait porter le maillot de leader, ce qui veut dire qu'il va jouer le prologue à fond, il va jouer la deuxième étape à fond et il espère prendre le maillot rouge à ce moment-là, au pire au soir de la deuxième étape. On le verra en échappée. Il n'a pas fait de tour de grand tour cette année, donc il est quand même plutôt frais. Et on sait que c'est important, la fraîcheur, surtout en fin de saison. Il a que 27 jours de course. Ah, c'est incroyable. C'est un no-brainer. Franchement, ça m'embête qu'il soit à 24. J'aurais bien aimé qu'il soit à 22 ou 23. Mais voilà, on le verra. Une victoire d'étape quasi sûre, peut-être même deux. La question, c'est qu'ils viennent avec Brennan, qui est un très bon sprinter. On l'a vu sur le Tour de Burgos. Et il passe bien les bosses. Donc peut-être que sur l'étape 16-17, ils joueront la carte Brennan. Ça me choquerait pas. J'espère juste qu'ils la joueront pas sur d'autres étapes. Parce que sinon, Van Aert, du coup, devient un peu moins intéressant. Mais 19 crédits, c'est exceptionnel. On a Sepkus, qui fait son 3e tour de l'année, il me semble. Sepkus, incroyable. Giro, il va remporter une victoire d'étape au Giro. Il fait le Tour de France, il gagne le chrono par équipe et puis il est pas loin de gagner la 20e étape. C'est exceptionnel ce coureur, c'est incroyable. Vainqueur de la Vuelta déjà, il faut le dire. Donc faudra attendre la fin du tour à mon avis pour le voir, mais bon, ce coureur il est exceptionnel. Mais 17 c'est un peu cher. Celui qui m'intéresse c'est Nordhagen. Nordhagen ce sera à mon avis leur leader pour le général. Il est jeune, il monte en puissance. 4ème du Tour de Romandie, 2ème du Grand Camino, enfin coureur très intéressant. Top 10 sur l'UAE Tour.
40 jours de course, c'est le futur Vingegaard. Moi j'aime bien, peut-être pas dès le début, mais je serais pas étonné de l'avoir dans mon équipe à un moment donné. La Tudor Pro Cycling qui vient avec Stefan Kung, vainqueur d'un chrono sur le Tour de Pologne, qui essaiera de choper le maillot rouge dès le prologue. Donc si vous y croyez, franchement, bah voilà, un bonus et Stefan Kung et vous êtes premier du classement quasiment. Pas grand chose d'autre à dire si ce n'est un incontournable à mon sens, c'est Marco Brenner. Marco Brenner, 8 crédits pour un coureur qui vole. Il est dans le classement des jeunes, il vient de remporter le Tour de Pologne avec des bons résultats en chrono, des bons résultats sur les étapes vallonnées. Il s'est échappé sur le Tour de Suisse, il n'a pas beaucoup de jours de course. Franchement, ce gars-là, alors ils ont failli le passer à 13 crédits, puis leur jeu a bugué, donc bravo encore la Volta. Entre ça et les récompenses que vous donnez pas, bah franchement, c'est reprenez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Mais voilà, 8 crédits, incontournable à mon avis. Il va peut-être jouer le classement général, sinon il s'échappera, je le vois essayer de jouer le classement sur les premières étapes, donc peut-être porter le maillot de meilleur jeune, et ensuite en deuxième partie de tour, parce que je pense pas qu'en haute montagne il tienne, il s'échappera et on le verra aux avant-postes. Donc c'est une des valeurs sûres de l'ami French Fantasy. L'UAE qui vient avec Tadej Pogacar bien sûr. Tadej Pogacar qui est le favori, il va essayer de gagner le tour qui lui manque. Il sera ingérable, intestable. Par contre, il fera peut-être moins le cannibale que sur le Tour de France parce qu'il y a quand même les championnats du monde après. Donc je serais pas étonné de le voir assommer la course d'entrée et gérer un petit peu en fin de tour en gagnant allez, 3 étapes, peut-être une quatrième, mais 3 étapes sûres. Il est incontournable. Il est incontournable, l'ami Pogacar. Donc ouais. Pour moi, mettez-le et ne vous posez pas de questions. Joao Almeida, pour moi, c'est la fausse bonne pioche. Almeida, il a une saison difficile avec beaucoup de blessures, de maladies, tout ce qu'on veut, et il n'est pas au niveau. Il a abandonné sur le Tour de Pologne après être tombé, il a abandonné sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes après être tombé, je ne me rappelle plus. Et après le Tour d'Algarve, où là il était en forme, il a chopé un virus et on l'a vu catastrophique sur le Tour de Catalogne. Donc malheureusement pour notre ami Almeida, ça sent pas bon. Et surtout vu que Pogacar est là, il n'aura pas son mot à dire. Donc non, j'aime pas ce pic. Jevine, j'aime beaucoup ce pic. L'année dernière, il avait fait une Vuelta incroyable et il fallait absolument l'avoir. Le problème cette année, c'est qu'il fait que tomber. Notre ami Jevine, il a eu beaucoup de galères parce qu'il s'est cassé la binette sur le Giro. C'était une chute terrible, hein, vraiment terrible. Et il est retombé sur le Tour de Burgos. Il est quand même, il monte en puissance et il a que 20 jours de course. Après, est-ce qu'il aura sa carte à jouer? Pas au début, je pense pas. Mais peut-être après coup, une fois que Pogacar aura fait ses emplettes en termes de victoire d'étape. Donc ouais, gardez-le dans un coin de la tête. Après, il est très bon en chrono, hein, donc peut-être qu'il sera dans le top 10 sur le prologue. À voir, à voir. Après, j'aime pas trop le reste de l'équipe pour tout vous dire. On a un Alves Oliveira intéressant pour le prologue, à 9 crédits. Et peut-être un Pablo Torres, même si je l'ai vu un peu limité quand même sur le Tour de Burgos. Voilà, on arrive sur la fin. Il reste 2 équipes. On a la Uno X qui chassera les étapes. On aura Tobias Haaland Johansen qui avait été exceptionnel sur Tour de France. Un mini Carapaz qui s'était échappé beaucoup en fin de tour. Qui malheureusement n'avait pas réussi à remporter d'étape. Puisque je crois qu'il termine deuxième derrière Van Der Poel sur l'étape 9 bien sûr. Et derrière après il n'avait pas tenu face à l'ami Carapaz. Mais intéressant. Je pense qu'il essaiera de viser une étape plutôt, parce que c'est un peu ce qui lui manque. Donc j'attends de voir. Mais en deuxième partie, pourquoi pas. Leknesund, j'aime beaucoup ce coureur. Leknesund qu'on a vu intenable sur le Tour d'Italie. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 échappés. Il termine 3 fois deuxième, le pauvre. Il a malheureusement été traumatisé par Narvaez. Première fois, il se fait battre par Narvaez. Merde, je viens de cliquer dessus à nouveau. Il se fait battre une deuxième fois par Alberto Bettiol. Et la troisième fois, il me semble que c'est à nouveau Narvaez. Ah non, c'était Michael Valgren. Ouais, ok. Donc, pas de chance.
Pas de chance, pas de chance. Il a refait un petit tour de Pologne où il remonte doucement en forme. Et moi, je le vois bien faire un tour d'Espagne où on le verra devant. J'ai juste peur des températures parce que sur le Tour d'Italie, il faisait pas super beau. Et ouais, c'est un peu juste ça qui m'inquiète. Ensuite, on a Magnus Cort Nielsen qui lui aussi a, à mon avis, une très belle carte à jouer. Même s'il était sur le Tour de France, donc c'est sa dernière saison, il est déjà à 53 jours de course, mais c'est quelqu'un qui s'échappe beaucoup. Et il aura plus l'occasion de s'illustrer à mon avis sur le Tour d'Espagne. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, après on peut avoir Rasmus Tiller, peut-être. Intéressant. C'est une équipe qu'on verra à l'avant hein, de toute façon. Et enfin, la dernière équipe, c'est Astana. Et l'équipe Astana qui vient avec Harold Terrada, qui est intéressant, et Lorenzo Fortunato. Terrada qu'on a vu intenable sur le Tour de France, comme d'hab, qui termine deuxième d'une étape, battu par Mauro Schmidt. Il s'échappe pas mal quand même dans les grosses compétitions. L'année dernière, il avait été intenable aussi sur la Vuelta. Il avait fait les deux d'ailleurs, hein, Tour de France et Vuelta, et on l'avait vu 1, 2, 3, 4 fois à l'avant. Donc pourquoi pas qu'il refasse un tour dans la même veine. Mais 16 crédits c'est beaucoup, il est leader. Et même chose pour Fortunato. Fortunato qui a fait le Giro, non même pas, il n'a pas fait de tour encore. Donc ça c'est intéressant, 42 jours de course, il s'échappe beaucoup. Il monte en puissance, 10e du Tour de Burgos. Et l'année dernière, on l'avait vu s'échapper 3 fois. Voilà, il avait fait un petit peu le même. Mais voilà, il s'était échappé quand même beaucoup plus sur le Tour d'Italie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 échappés. Pas de victoire, mais terminé meilleur grimpeur. Et je pense qu'il voudra refaire la même chose. Et je crois que l'année dernière, il avait pris le maillot. Non, il n'avait pas pris le maillot, mais il s'était repositionné quand Thorsten Tren avait pris le maillot rouge. Et je vois bien faire un peu une Vuelta dans la même veine. Donc peut être intéressant. Il a dit qu'il visait les étapes 4. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Après sinon sur le reste c'est compliqué. On a l'Angelotti monégasque qui peut-être essaiera de s'échapper sur l'étape 2. Et après sinon Christian Rodriguez peut être intéressant mais je le trouve un peu cher. Et on a Romele qui lui est plutôt un sprinter puncher. Donc qui peut être intéressant. Voilà, c'était la preview de la Vuelta Fantasy Cycling 2026 par Tissot. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ben, j'attends de savoir quelles seront vos équipes, qu'est-ce que vous pensez prendre. Voilà, quels coureurs sont pour vous des bonnes pioches. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Voilà, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre dans les commentaires ou lors de la prochaine vidéo, puisque là je vous ferai une vidéo pour vous présenter mon équipe finale. Et j'espère pouvoir faire un petit peu plus de vidéos pendant le Tour d'Espagne, en espérant que ça vous aide dans vos choix. Allez, c'était French Fantasy, ciao!